auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans ce grand oral du 7 avril 2018. C'est un grand plaisir de vous retrouver, un immense plaisir aussi de recevoir l'honorable député Elhadji Issa Sall, le secrétaire général du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Bonjour. Fatou, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, c'est parti pour le portrait de notre invité, signé Elisabeth Diatta. Le professeur Elhadji Issa Sall est né le 25 janvier 1956 à Tataguine, au Sénégal. Il est parti à Saint-Louis en 1968 pour suivre des études au lycée Charles de Gaulle. Il obtient son baccalauréat en série C avec une mention avant de venir à l'université de Dakar où il obtient un diplôme universitaire de technologie, option électronique. Après Dakar, il continue son périple vers les États-Unis où il obtient son doctorat en sciences informatiques. Après avoir dirigé pendant quelques mois la section principale des télécommunications de la Sénélec, il obtient dans le cadre du projet Agrimet une bourse de l'USAID et de l'Organisation météorologie mondiale pour aller faire des études de sciences informatiques aux États-Unis, sanctionné par un master. Le professeur Sall est aussi un consultant international dans le domaine du traitement informatique des élections. Il a traité de façon continue toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal de 1993 à 2012, de même que les élections présidentielles, législatives et locales du Burkina Faso de 2005 à 2007. Membre de plusieurs sociétés savantes, le professeur Sall a à son actif plusieurs publications dans le domaine et de l'informatique, mais aussi de la bonne gouvernance et de l'éthique. L'Université du Sahel qu'il dirige depuis 18 ans est partenaire de l'État du Sénégal, premier vice-président du Conseil régional de Fatick de 1996 à 2001. Le professeur Sall, qui parle couramment le français et l'anglais, est titulaire d'un brevet de pilote privé. Il est marié et père de 5 enfants. Et c'est l'invité de ce numéro du Grand Oral. Que pensez-vous de ce portrait? C'est fidèle, hein? Il faut simplement dire que j'ai vu que vous me suivez. Hein? Je suis allé aux États-Unis effectivement pour faire un master, ensuite un doctorat. Je pense qu'au départ, elle avait dit que je suis titulaire d'un doctorat. Ensuite, je suis allé pour faire des études jusqu'au master, mais en fait, c'est un peu l'inverse. Hein. Le master vient bien avant le doctorat. Avant le doctorat. Merci pour cette précision. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de notre invité ce matin. C'est le professeur Elhadji Issa Sall, honorable député à l'Assemblée nationale et secrétaire général du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le Pur. Alors, professeur ou honorable député, notre pays a célébré le 4 avril dernier le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. La trouvez-vous complètement acquise, cette indépendance, du moment que certains en doutent? Bon, alors là, je pense que quand on parle de souveraineté, il y a quand même beaucoup de conditionnalités. On ne peut pas dire qu'on n'est pas indépendant. On est indépendant, on est membre des Nations Unies, mais je pense qu'une indépendance, ça touche l'économique, ça touche beaucoup de facteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que nous sommes tributaires de beaucoup de choses qui se font à l'extérieur. Notre économie n'est pas traitée de façon endogène. Ce sont les multinationales qui gèrent tout ce que nous faisons dans ces pays. Et je pense qu'il nous faut quand même plus d'indépendance dans ce sens. Certaines décisions aussi nous viennent de l'extérieur. Les institutions de Bretton Woods, des fois, nous suggèrent de faire certaines choses qui ne nous arrangent pas. Ce qui fait que parler d'indépendance dans le sens large du terme, je pense qu'on peut un peu le diluer, pour dire que nous sommes pseudo-indépendants. Voilà. Et pour le plan sécuritaire aussi crucial. Voilà, sur le plan sécuritaire aussi, vous vous êtes rendu compte que quand il se passe quelque chose, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois de cela, il y avait quelque chose qui s'est déclenché c'est où cet endroit-là? À Pakulambaye. Oui, hein? L'incendie de Pakulambaye, comme on l'appelle communément. Et il a fallu l'intervention des forces françaises pour pouvoir donc juguler cette affaire. Et même pour les renseignements, voilà, pour les renseignements, pour plein de choses en fait, du point de vue sécuritaire. Bon, c'est pas uniquement le Sénégal, c'est beaucoup de pays africains, mais je veux dire, on aurait pu quand même 58 ans après essayer d'avoir la possibilité d'assurer notre propre sécurité. Et le défilé du 4 avril ne vous a pas rassuré un peu? C'était beau, c'était beau le défilé. Vous voyez, nos enfants, les jeunes, les militaires,
Ils ont fait ils ont fait un très bon défilé, mais le défilé n'est pas suffisant. Je pense qu'en dehors du défilé... Il ne s'agit pas d'avoir des armes. Non, il ne s'agit pas d'avoir, encore que nous n'en avons pas, de toutes les façons. Et tout ce qu'on a montré l'autre jour. Il semblerait d'ailleurs qu'une partie des choses que nous avons montrées, ça a fait l'objet de location. Je pense que les avions qui ont défilé... Et vous en savez quoi? Voilà, ça a fait l'objet de location, quoi. Je veux dire, ces avions ne sont pas des avions du Sénégal. Mais tout de même, bon, le défilé s'est bien passé. Moi, je l'ai suivi à la télé, c'était bien. Le député que vous êtes doit pouvoir creuser un peu plus loin. Ah oui, mais vous savez, la commission qui s'occupe des affaires militaires au niveau de l'Assemblée, c'est une commission qui est un peu compacte, parce que c'est des dépenses, c'est un secret. L'armement, c'est un secret de défense. On ne peut pas en parler comme on en parle dans d'autres commissions. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous avançons un peu. Professeur Sall, honorable député, c'est pour parler de ce qui fait débat aujourd'hui dans le champ politique, c'est le parrainage. Quelle est votre position par rapport à cela en fait, notre position est tellement claire que, faisant partie de la concertation, nous nous sommes retirés quand on a vu qu'ils allaient nous imposer le parrainage. Ce qui fait que nous sommes tout à fait contre. Nous sommes contre aujourd'hui, nous serons contre demain. Et pourquoi vous êtes contre? Nous sommes contre simplement parce que vous n'attendez pas quelques jours, quelques mois du scrutin, parce que le scrutin c'est le 24 février à venir, 2019. Vous n'attendez pas 8 mois du scrutin pour changer les règles du jeu. Voilà, c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord aussi parce que nous nous sommes rendus compte que techniquement ce n'est pas faisable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander, à supposer que nous ayons 10 candidats. Vous allez avoir 10 candidats, chacun devra donner 70 000 signatures. Il faut vérifier ces signatures pour voir déjà leur conformité et voir l'existence de ces parrains au niveau du fichier. Le problème ne se pose pas quant à regarder l'existence du parrain au niveau de ce fichier, encore que le secret de vote est tout de suite faussé. Ça, peut-être on y reviendra. Mais ce qui est impossible, c'est de vérifier les signatures. Vous savez, vérifier... Parce que c'est le candidat lui-même qui ira chercher. Non, c'est le candidat, effectivement, qui ira chercher ses parrains. Il y aura un masque, un format qui sera donné à chaque candidat potentiel. Parce que vous ne pouvez pas être un candidat tant que vous n'avez pas ces 70 000 signatures. Mais toute personne a la possibilité de prendre ce masque, de le télécharger, une fois que ce sera fait, d'aller voir les électeurs et puis leur dire « signez-moi à côté ». Qu'est-ce que vous auriez proposé à la place? Parce que d'aucuns pensent que si, par exemple, le Conseil constitutionnel était chargé de gérer cela, il y aurait beaucoup plus de... Oui. Voilà. Non. Moi qui vous parle, j'ai été chargé à un moment donné par le Conseil constitutionnel de vérifier les candidatures. Tout à l'heure, quand vous faisiez mon vous avez dit que j'ai été expert des élections pendant une vingtaine d'années. Oui. Alors, il y a une année où le Conseil constitutionnel m'a demandé de vérifier la validité, n'est-ce pas, des signatures de certains candidats indépendants. Je les ai réunis pour leur dire que cela était impossible à mon niveau. On ne pouvait pas vérifier ces signatures, mais on pouvait vérifier simplement l'existence d'un électeur au niveau du fichier. Ils se sont concertés. C'est-à-dire que le Sénégal n'est pas encore prêt. Non, c'est pas le Sénégal, c'est le monde. Ça, ce que nous faisons au Sénégal là, on ne le fait nulle part au monde. C'est ça justement. C'est pas le Sénégal. Quand on prend l'exemple de la France ou d'autres pays, mais ce sont des élus. Moi, je suis député de l'Assemblée. Si je devais parrainer, tout le monde connaît ma signature, donc le problème ne se pose pas. Mais ça, c'est un parrainage citoyen. Ce qui fait que c'est impossible. Ce n'est pas uniquement le Sénégal. Vous donnez ça à ceux qui s'occupent de l'informatique sur le plan international, dans la Silicon Valley et autres, ils ne pourront pas donc résoudre ce problème. Parce que ça procède de la graphologie, d'une part, mais aussi de l'intelligence artificielle, la reconnaissance de forme. C'est des choses qui ne sont pas encore éprouvées en informatique. Bon, maintenant, je sais que ceux qui entourent le président, c'est la plupart du temps des juristes. Ils proposent des choses et techniquement, ils ne savent même pas comment concrétiser ces choses. Et vous pensez que ce parrainage vise à éliminer certains? Ah, mais c'est évident. Ça c'est fait à dessein. Vous savez que le président de la République, qui va être sûrement candidat, même s'il ne l'a pas encore déclaré, mais est en train de tout faire pour éliminer ceux qui seront potentiellement en face de lui. Vous voyez qu'il a commencé déjà à emprisonner certains potentiels candidats. Il a maintenant sorti le parrainage pour multiplier en fait ce qui avait été demandé aux indépendants. Vous pensez que Khalifa Sall est en prison parce qu'il va être président? Mais c'est évident, ça, on l'a dit, on l'a redit. C'est une affaire politique. Je pense que ça, tous les petits-enfants même le savent. C'est une affaire politique. On l'a emprisonné simplement parce qu'il avait quand même déclaré qu'il serait en face du candidat, n'est-ce pas, du pouvoir.
Et en ce moment, maintenant, le parrainage vient s'y ajouter. Parce que, bon, si ce n'est pas Khalifa, ce sera quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre, si on n'a rien à lui reprocher, on dira, écoutez, on va quand même vous opposer le parrainage. Et que si le parrainage, vous ne pouvez pas avoir ce nombre de signatures, mais il est clair que vous ne serez pas candidat si la loi passe. Mais de toutes les façons, nous sommes en train de faire tout pour que cette loi ne passe pas. Mais avec la majorité à l'Assemblée. Oui, mais avec la majorité électronique, comme j'ai l'habitude de dire, il est clair que si après la commission des lois, on va en plénière, mais ils vont fermer les yeux, lever la main et voter la loi. Ça, c'est clair. Mais cette loi, elle est anticonstitutionnelle, justement. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont proposé n'a rien de constitutionnel. Et cette fois-ci, le Conseil constitutionnel ne peut pas se débiner pour dire, écoutez, moi, je suis incompétent. Non. Elle est inconstitutionnelle pour plusieurs facteurs. Déjà, vous voyez à l'article 57 qu'on dise que peut être candidat à la République un électeur. Ça, ce n'est pas dans la Constitution. Même si moi, je me dis personnellement que, bon, pour être candidat à la République, il faut quand même être un électeur. Ça, c'est le minimum. Mais ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce qui fait que vous, encore que même... électeur a un sens, hein? Oui, être électeur a un sens. Pouvoir voter, ça disqualifie... oui, voilà. C'est ça. Être électeur, ça veut dire simplement qu'il faut être dans le fichier, il faut avoir sa carte et pouvoir voter. Mais vous savez que ça peut même se manipuler, le fait d'être électeur. La preuve, pendant les élections de 2017. Mais il y a eu beaucoup de Sénégalais qui devraient être électeurs, mais qui ne sont pas électeurs. Parce que simplement, le fichier a été manipulé. C'est-à-dire, ils n'ont pas... Par exemple, le ministre l'a dit, c'est lui qui l'a déclaré. Il a dit, écoutez, il y a eu 6500 qui sont inscrits, mais je n'ai pu traiter que 5 millions et poussières. Voilà. Et parmi ces 5 millions et poussières traités, je n'ai pu distribuer qu'un certain nombre de cartes. Et quelques temps après, d'ailleurs, quand on est à la concertation, on s'est rendu compte qu'il y avait 119 000 personnes enrôlées, inscrites, qui ont reçu leur récépissé, mais qui n'ont pas pu être électeurs parce qu'ils ne sont pas dans le fichier. Mais s'il a supposé que parmi ces 119 000 se trouvait un candidat ou un candidat indépendant, mais cette personne, elle est tout de suite disqualifiée parce que cette personne n'est pas donc dans le fichier. N'est pas électeur. Alors, ce qui fait que ça peut se manipuler, cette affaire. Donc aujourd'hui, on peut ne pas vous mettre dans le fichier, vous vous présentez aux élections pour dire que moi je vais être candidat à la République, on regarde dans le fichier, on se rend compte que vous n'êtes pas, mais on dit que monsieur vous êtes disqualifié. Donc ça c'est extrêmement grave et c'est anticonstitutionnel. Il est clair que si la loi est votée de façon mécanique ou électronique, mais nous allons faire un recours au Conseil constitutionnel pour dire que c'est anticonstitutionnel. Alors, autre chose qui fait que aussi elle est anticonstitutionnelle, vous êtes rendu compte qu'il y a un article, je pense que c'est l'article 103 de la Constitution, mais qui dit que dans ce cas, l'article dit que la forme républicaine de l'État, c'est l'article 103, le mode d'élection, la durée et le mode de mandat consécutif du président de la République ne peuvent faire l'objet de révision. Ils disent que l'alinéa 7 du président article ne peut faire l'objet de révision, c'est-à-dire ce que je viens de lire. Alors, ils sont en train de modifier le mode de scrutin, le mode d'élection. Parce que l'élection, souvent quand on parle d'élection, les gens pensent au 24 février. Mais le 24 février, c'est le jour du scrutin. L'élection, c'est un processus qui a déjà commencé d'ailleurs. Et vous ne pouvez pas modifier ce processus. La Constitution vous dit que ce processus, cette élection, le mode d'élection du président de la République, vous ne pouvez pas le modifier. Ils sont en train de le modifier. On a l'impression qu'il n'y a personne aussi pour dire non ou pour faire barrage. Déjà, vous, on ne vous voit pas à côté de l'opposition dans cette lutte contre le parrainage. Non, que si. Vous êtes avec les PDC et autres. Mais nous avons fait une conférence de presse pour fustiger le parrainage. On ne vous voit pas participer, par exemple, aux manifestations. Vous y prenez part? Ah si, on participe à toutes les manifestations. De l'opposition? Non, de l'opposition, bien sûr, nous sommes de l'opposition. On a fait une conférence de presse récemment. Vous étiez à la marche, à la manifestation dernièrement? Quelle marche? De l'opposition, de la coalition? Non, il n'y avait pas de marche. Ils avaient fait une manifestation. Dans la banlieue? Oui, non, même là, au niveau de la place Washington. Mais moi, je n'ai pas vu de marche là-bas. Je pense qu'ils ont essayé d'aller au niveau de la place de Washington. Oui, un rassemblement. Voilà, non, on n'était pas là-bas. Vous n'avez pas. Parce que cette manifestation n'était pas autorisée. D'accord. C'est clair, là. Vous ne prenez pas part aux Non, manifestations quand ce n'est pas autorisé, le PUR n'est pas partant. Ça, c'est clair. Pourquoi? Mais autorisé, si ce n'est pas autorisé. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème d'autorisation, parce que vous savez que les marches ne sont pas autorisées. Il suffit simplement de faire une déclaration. Si vous faites la déclaration en heure et en temps, le problème ne se pose pas. Mais quand vous ne faites pas une déclaration, que vous voulez faire du forcing, le PUR n'est pas partant pour ce genre de choses. Vous n'êtes pas partant pour les forcing. Non, ça ne nous intéresse pas. Vous adoptez quelle option alors? L'adoption. Conférence de presse. Conférence de presse, même marche. Bataille. Même marche, parce que tout récemment, d'ailleurs, on avait déposé pour faire une mobilisation, mais il se trouvait que la fête
fête de l'indépendance a fait que nous n'étions pas dans les délais. Il fallait 72 heures. Et nous, quand nous avions déposé, c'était 48 heures. Hein. Donc le problème ne se pose pas. On est prêt pour marcher, on est prêt pour faire toutes sortes de résistances, que ce soit intellectuelle, que ce soit marche. Mais je veux dire, on le fait dans le cadre républicain. Est-ce que ce n'est pas une bataille perdue d'avance? Non, je ne pense pas que ce soit perdu d'avance. J'ai même l'impression qu'ils semblent vouloir reculer. Parce qu'ils ont un problème de faisabilité. Qu'est-ce qu'il vous fait dire? Hein? Mais non, parce que simplement, moi j'ai lu quand même le président du groupe parlementaire qui a été interviewé dans un journal, qui a dit effectivement que bon, cette loi va passer au niveau de la commission des lois, certainement ça pourra faire l'objet d'amendements, etc., avant que ça ne parte en plénière. Ils ont donné une loi, il se pose maintenant la question de la faisabilité de cette loi. Maintenant, le fait de reculer, c'est mieux. Hein? Quand on se rend compte qu'on ne peut pas, rendre cette loi faisable, autant reculer. Je pense qu'ils vont peut-être reculer sur plein de choses d'ailleurs. Et à l'Assemblée nationale aussi, est-ce que vous faites bloc avec l'opposition? Certains Mais nous, on est l'opposition. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce que vous appelez l'opposition, c'est le PDS. Le PDS est autre? Ah bien sûr. Tout ce que nous faisons, déjà au niveau de l'opposition, il y a deux oppositions à l'Assemblée. Il y a une opposition qui a un groupe parlementaire, et puis il y a une opposition, les non-inscrits. Ce n'est pas tout le monde qui est opposant au niveau des non-inscrits, mais l'essentiel des non-inscrits sont des opposants. On se concerte, vous vous êtes rendu compte quand le Premier ministre venait à l'Assemblée tout récemment, mais nous avons tous boycotté cette affaire. Donc l'ensemble de l'opposition a boycotté. Ceux des non-inscrits qui n'étaient pas de l'opposition, certainement sont partis. Mais en tout cas, nous avons tous boycotté. Alors j'ai l'impression que pour vous, l'opposition, c'est le PDS, non. Parce que vous réclamez première formation politique du Sénégal. Oui, c'est évident. Vous réclamiez même le statut de chef de l'opposition. Mais oui, non, j'ai réclamé mieux. J'ai dit, écoutez, nous sommes le premier parti au Sénégal, que ce soit opposition d'ailleurs au pouvoir. Parce que vous êtes ensuite, comme nous sommes de l'opposition, nous sommes le premier parti de l'opposition. Et jusqu'à présent, personne n'a démontré le contraire. Et le schéma a été créé. On a dit simplement que ceux qui sont premiers, c'est une centaine de partis. Ils ont 100 députés. Vous le divisez par 125 députés. Chacun n'aura pas contribué pour un député poussière. Ceux qui nous suivent aussi, c'est la même chose. Ils n'auront pas contribué pour 2 députés. Et ceux qui nous suivent, chacun a un député. Ce qui fait que nous sommes 4e, nous en avons 3. Hein, ça, on le maintient, mais bon, voilà. Et ce chef de l'opposition-là, comment devrait-on le choisir à votre avis? Quand on parle de chef de l'opposition, on parle de l'opposition parlementaire. Parce que l'opposition, c'est quand même le Parlement. Ce n'est pas le deuxième qui vient aux élections présidentielles. Ce qui semble d'ailleurs vouloir nous proposer aux élections présidentielles, n'importe qui peut être candidat, que ce soit un candidat indépendant ou un candidat investi par un parti. Ce candidat indépendant, s'il ne gagne pas les élections, mais on ne le voit plus, il ne peut pas s'opposer. Hein, il va retourner à sa base. Hein, donc on ne peut pas tirer le chef de l'opposition suivant les élections présidentielles. Maintenant, ce sont les élections législatives. Pour les élections législatives, on va voir simplement le parti qui, proportionnellement, a le plus de représentativité au niveau de l'Assemblée. Et puis, on lui colle le chef de l'opposition. Maintenant, si vous dites, écoutez, ce parti qui a soit un groupe parlementaire ou un autre parti, non. Parce que vous savez, quand vous allez en coalition, c'est plusieurs partis. Hein. Oui. Le chef de l'opposition, ce n'est pas le chef de la coalition. C'est le chef d'un parti politique. Hein. Donc, avec les coalitions, on ne peut pas savoir qui a apporté quoi. Oui. Aujourd'hui, si je prends le cas, par exemple, de la coalition au pouvoir, qui est l'APR, a pris 90% des députés de sa coalition. Je ne suis pas sûr que l'APR puisse apporter 90% des voix. Je ne pense même pas que l'APR aurait pu avoir 2 ou 3 députés s'il partait seul aux élections. Voilà. Donc le chef de l'opposition, c'est le PUR. C'est le PUR, oui. En tout cas, c'est le PUR. D'accord. Reparlons d'élections. Vous êtes expert en élections et le fichier sénégalais, le fichier électoral est jugé fiable à 98%. Partagez-vous cette idée? On ne peut pas dire qu'il est fiable à 98%. Je veux dire, nous, quand nous sommes allés à la concertation, on s'est rendu compte que beaucoup d'électeurs qui n'avaient été enrôlés n'ont pas été sur le fichier, etc. Ce n'est pas parce que des experts sont venus pour dire que c'est fiable à 90% que nous sommes d'accord là-dessus. Non, je vous dis simplement que quand vous êtes un potentiel électeur, vous allez vous inscrire. Mais on va prendre vos coordonnées, nom, prénom, date de naissance. Mais on va prendre aussi vos photos, on va prendre vos empreintes. Et on va vous délivrer un récépissé. Mais vous savez que ça ne fait pas de vous un électeur. Parce que ce n'est pas validé. Hein. Il y a une instance de validation quelque part au niveau de la direction de l'automatisation des fichiers. Mais il se pourrait qu'arrivé là-bas, on se rende compte que vos empreintes ne collent pas ou bien votre photo est floue. On vous élimine tout de suite, vous n'êtes pas dans le fichier et pourtant vous n'êtes pas averti. Ce qui fait que vous avez votre récépissé, vous dites, écoutez, moi j'ai mon récépissé, je vais voter, je vais recevoir ma carte, mais vous ne l'aurez jamais.
Et c'est au moment où je vous parle, c'est le cas de beaucoup de Sénégalais. On vient même de me faire comprendre que ceux qui retiraient leur carte n'ont pas encore pu les retirer. Quelque part dans le département de Louga, où nous sommes très forts, je pense que nous sommes sortis deuxième au niveau des élections législatives, un de mes collaborateurs vient de m'appeler pour me dire qu'on a retiré l'ensemble des cartes d'électeurs, n'est-ce pas, de l'arrondissement de Keur-Momar-Sarr. Et il m'a demandé si c'était fait uniquement pour le département de Louga où nous sommes très forts, ou bien ça se fait à travers le Sénégal. Certainement pour récupérer, pourquoi? Pourquoi? Je me pose la question. J'ai pas encore été je viens d'avoir l'information tout de suite. J'ai pas été en contact avec la direction générale des élections. Si c'est récupéré parce que le PUR est fort là-bas, ça c'est autre chose. Maintenant, si c'est récupéré pour retrier et reventiler, ça les gens peuvent le comprendre. Hein, parce que vous pouvez être inscrit à Kaolack, mais qu'on vous dise que votre carte est à Keur-Momar-Sarr, ou bien que votre carte est à Saint-Louis, ou bien même aux États-Unis. C'est-à-dire quand ils donnaient les cartes pour la dernière fois, les cartes n'avaient pas été triées. Donc aujourd'hui, personne ne sait où se trouve sa carte. Le PUR aura-t-il un candidat pour la présidentielle? Parfaitement. Le PUR va avoir un candidat pour la présidentielle. On ne sait pas. Pour le moment, je pense que c'est prématuré, mais le moment venu, vous le saurez. Vous ne pensez pas être candidat, vous? Vous savez, pour être candidat à la République, c'est un parti qui vous investit ou bien vous êtes indépendant. Hein? Donc moi, je suis dans un parti, c'est le parti, le moment venu, qui va avoir la personne la mieux indiquée qui permettra donc au PUR d'aller aux élections. Est-il envisageable que Serigne Moustapha Sy soit ça le candidat du PUR? Ça peut être n'importe qui dans le PUR. On vous pose la question sur les réseaux sociaux. Oui, mais bon, moi, je n'ai pas encore de réponse parce qu'il faut simplement attendre que le parti se prononce pour dire que c'est M. X qui sera le candidat du PUR. En ce moment, tout le monde le saura. De toutes les façons, ce n'est pas encore loin. Hein. Mais c'est sûr que le PUR aura un candidat. C'est logique. Il ira seul pas ira seul, il n'ira pas seul. Vous savez que si nous sommes allés aux élections législatives seuls, c'est pas parce que nous aurions voulu aller seuls. Non. Il y a plein de partis qui sont passés nous voir, nous avons négocié, mais nous nous sommes rendus compte que ça ne marchait pas et nous sommes allés seuls. Sur quoi, pour les élections présidentielles, vous savez, les élections présidentielles et les élections législatives, c'est totalement différent. Oui. Aujourd'hui, nous avons quand même pas mal de collaborateurs qui sont en train de nous rejoindre pour vouloir travailler avec nous sur la candidature du PUR. Donc, je ne pense pas que nous allions seuls en tant que parti, mais bon, tout sera quand même dirigé par le PUR, ça c'est clair. Tout sera dirigé par le PUR. Oui, vous ne serez derrière personne. Non, nous serons derrière personne. C'est trop dire, c'est-à-dire... C'est ce que vous aviez dit lors des législatives, que vous n'alliez pas vous ranger derrière Khalifa Sall. Oui, mais attendez. Khalifa, pendant les législatives, est allé dans une coalition. Oui. C'est pas parce que Khalifa va dans une coalition que nous sommes obligés de le suivre. Ça, c'est clair. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Mais l'alliance avec lui, c'est bien possible. Ah oui, bien sûr, mais c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. C'est-à-dire, Khalifa, c'est pas parce qu'il est en prison qu'il ne peut pas, même s'il ne se présente pas, de toutes les façons, il est toujours innocent. Vous savez que même s'il a été condamné, c'est pas encore définitif. Non, c'est pas définitif, il a interjeté appel. Bon, et nous souhaitons qu'il sorte et qu'il soit candidat. Bon, mais même s'il n'est pas candidat, même s'il ne sort pas de prison, mais Khalifa a son efficacité. Parce que quand même, c'est en prison qu'il a été nommé député. Et nous pensons que Khalifa et ses collaborateurs pourront travailler avec le PUR. Et c'est ce que nous souhaitons vivement d'ailleurs. Khalifa pourrait être votre candidat? C'est possible qu'il soit notre candidat, c'est possible que quelqu'un d'autre aussi soit notre candidat, mais on ne sait pas pour le moment. Je vous ai dit que le candidat du PUR ne se sait pas, nous ne le savons pas et nous le saurons le moment venu où nous le dirons. Donc on n'est pas focalisé sur X ou Y. Hein. Nous, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est massifier le parti en attendant que demain, on dise que X ou Y sera notre candidat. Sur Facebook aussi, on demande ce que pense le PUR d'une éventuelle grande alliance avec le Rewmi d'Idrissa Seck. Une grande alliance avec le Rewmi d'Idrissa Seck. On n'exclut aucune alliance avec qui que ce soit. Mais on ne se focalise pas sur une personne, que ce soit Idrissa ou quelqu'un d'autre. Parce que pour battre le président de la République, je pense que c'est ça aussi l'objectif de l'ensemble de l'opposition, c'est d'avoir de fortes candidatures qui peuvent l'amener au second tour. N'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir 1 ou 2 candidats en face de lui, peut-être 5 ou 6 candidats, voire un peu plus. Candidats forts. Des candidats forts qui chacun pourra avoir un pourcentage respectable, conséquent, et puis au second tour, moi je pense que les gens feront du soto comme ils l'ont fait dans le passé. Maintenant, ça peut être n'importe quel candidat. À vous entendre parler tout à l'heure, on ose dire que vous faites partie de ceux qui croient fermement que la justice est manipulée, manipulable, politisée, c'est ça? Pas justice manipulée, manipulable, politisée, non. Nous, ce que nous disons simplement,
il faudrait que la justice obtienne son indépendance. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Hier, vous avez vu un magistrat qui a dit que la justice a démissionné. Donc, s'il le dit, pourquoi nous disons le contraire? Parce qu'il connaît quand même mieux la justice que nous. C'est un magistrat, il siège au Conseil supérieur de la magistrature, c'est un magistrat du siège. La justice. Non, mais je veux être clair. J'ai dit qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein? Moi, ce que je sais de mon université, certainement, vous ne le savez pas. Donc, ce que le magistrat sait de la magistrature, certainement, moi, je ne le sais pas. Oui. Hein? Mais de toutes les façons, ce que tout le monde sait, c'est qu'il arrive des fois que la justice donne des décisions qui surprennent. Hein, qui font que nous pensons que quelque part, l'indépendance n'est pas trop acquise, c'est clair. Quand on parle d'indépendance, c'est parce qu'il y a quand même le judiciaire, il y a le législatif et l'exécutif. Le législatif n'a pas de main mise sur la justice, mais s'il y a une main derrière, mais c'est l'exécutif. Hein. Ça, c'est clair. Et à votre avis, que devrait-on faire pour en arriver à cette indépendance tant souhaitée? Cette indépendance, c'est encadrer ce qu'on appelle les pouvoirs. Moi, je considère qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif qui est le pouvoir du peuple. L'exécutif se charge d'exécuter ce que les législatifs votent et le judiciaire se charge de dire le droit. Donc, les lois qui sont votées par le législatif est confiées donc à des experts. N'est-ce pas, du droit. Théoriquement, tout est impeccable, mais c'est dans la pratique. Oui, mais c'est dans la pratique simplement. Hein. Moi, je pense que les pouvoirs semblent théoriquement être équilibrés, mais bon, c'est simplement la pratique qui fait que, malheureusement, ces magistrats, souvent, n'ont pas leur indépendance. Dans l'affaire Barthélémy Diaz aussi, vous pensez la même chose? Le procureur a requis 2 ans contre lui? Non, je pense que c'est pas parce que le procureur a requis 2 ans qu'il y aura 2 ans, non. C'est une petite intimidation. Je suis sûr que quand le procès va se tenir... C'est au juge de décider. Voilà, c'est au juge de décider et qu'on va le libérer. Je pense que ce n'est pas la peine de le détenir en prison inutilement. Il a dit en fait ce que tout le monde a pensé. C'est peut-être la façon de le dire simplement qu'il faille diluer un peu. Hein, mais bon, je pense que ce qu'il a dit, tout le monde l'a pensé. Hein. C'était injuste de condamner Khalifa Sall. Et quelle bataille comptez-vous mener justement au profit de Khalifa Sall, puisque vous jugez injuste son emprisonnement à 5 ans? Vous trouvez la peine? Non, mais il n'y a pas de bataille. Quel type de bataille? Vous ne comptez rien faire pour le soutenir? Mais Khalifa, nous l'avons soutenu dans tout le processus. Moi-même qui vous parle, je pense que vous avez suivi, hein, c'est les actions que j'ai amenées au niveau de l'Assemblée. On a saisi au niveau de l'Assemblée. Nous nous sommes réunis, n'est-ce pas, au niveau des non-inscrits. Et nous avons fait une coalition avec le groupe LD. Et voilà. Donc toutes les cartes sont... Non, pas toutes les cartes. Je veux dire, on va continuer à dénoncer. C'est une chose qu'on continue à dénoncer. Mais maintenant, quand les gens me disent quelle bataille voulez-vous que les gens fassent? Je ne sais pas. On a saisi le Conseil constitutionnel pour Khalifa. Le Conseil constitutionnel nous a dit qu'ils étaient incompétents. Hein? On continue à le dénoncer, c'est quelque chose d'injuste. Maintenant, quand vous me dites quelle bataille, je ne sais pas quelle bataille vous voulez que les gens fassent. Oui, c'est dire sortir dans la rue, jeter des pierres. Épuisés, oui, non, on n'imagine même pas ça. Sortir dans la rue et jeter des pierres. Ça ne fait pas partie des options du PUR. Vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM. Nous recevons l'honorable député El Hadji Issa Sall, secrétaire général du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le PUR. Quand on dit PUR, votre parti, on pense au Moustarchidine. Donc on pense que oui, c'est un parti plutôt qui est un peu trop religion, et dans la Constitution aussi. Voilà, c'est interdit, religion, ethnie. Voilà, un journaliste pourtant vous avez dit parti. Signalé la question. Oui, mais pourtant vous avez dit parti. Oui, mais quand on dit PUR, on pense au Moustarchidine. Alors, répondez-vous à ceux qui ont ce souci? Non, mais j'ai dit pourtant vous avez dit parti. Quand vous avez dit parti, cela veut dire tout simplement que ça répond donc aux critères, n'est-ce pas, qui sont dans la Constitution. Vous savez bien que la Constitution dit qu'un parti ne peut pas être d'obédience religieuse, ça ne peut pas être un parti ethnique, ça ne peut être un parti régional, etc. Donc si nous étions un parti religieux, on n'aurait pas existé. On existe, donc nous ne sommes pas un parti religieux. La proximité. Maintenant, hein? Oui. Non, ce n'est pas un problème de proximité. Les membres du mouvement Moustarchidine ou Moustarchidat, la plupart d'entre eux, je peux même dire 90% d'entre eux, sont membres du PUR. Oui. Et pour nous, c'est une excellente chose. Serigne Moustapha, votre président. Oui, mais bien, c'est une excellente chose. Nous nous honorons d'avoir d'ailleurs un président comme lui. C'est ça. Aussi simple que ça. D'accord. Alors nous avançons, c'est pour parler d'éducation. Où en êtes-vous avec la dette de l'État du Sénégal aux universités privées? Bon, aux universités privées, la dette, ils sont en train peut-être de régler pour certains. Hein.
Elle s'élève à combien? Je ne sais pas. On avait dit 16 milliards, le ministère. Ça, vraiment, ça, je ne sais pas. Je sais que pendant 2 ou 3 ans, les factures n'ont pas été régulièrement réglées. Maintenant, le ministre parle de dette dure. Je ne sais pas d'ailleurs ce jargon d'où ça vient, dette dure, qui est de 9 milliards. Les écoles privées parlent de 16 milliards. Aucune école ne peut pas vous dire la dette, parce que de toutes les façons, les gens ne s'occupent que de leur dette. Chacun a son école, son nombre d'étudiants, ses factures envoyées. Je pense que le calcul qui est fait... Non, on a multiplié simplement le nombre d'étudiants envoyés par 400 000, parce que vous savez que l'État paie 400 000 par étudiant. Si maintenant vous avez 16 milliards que vous divisez par 400 000, ça vous fait un nombre d'étudiants orientés par l'État. C'est ça. Mais aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous dire exactement la dette que l'État doit. Et combien l'État vous doit? Vous en faites partie? Oh non, combien l'État me doit, bon, ça, je ne pourrais pas le dire. Je pourrais pas. C'est-à-dire, même si je voulais le dire, je n'aurais pas pu le dire, en réalité. Parce que il y a beaucoup de factures accumulées et nous n'avons pas encore eu la possibilité de faire l'état des lieux pour dire que l'État nous doit tant. C'est pas parce que je ne veux pas le dire que c'est secret, non, il n'y a rien de secret dans cela, mais c'est tellement compliqué et complexe qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État doit à l'Université du Sahel tant. Ça pose problème aussi bien aux universités privées, mais aussi aux élèves. On a eu à faire des reportages, ils étaient un peu inquiets maintenant de leur avenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous êtes dans une école et qu'on menace de vous expulser parce que l'État n'a pas payé, c'est vrai que psychologiquement, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bon. Je pense que l'État doit faire un effort pour régler cette affaire. Mais s'il ne peut pas continuer maintenant à orienter les étudiants dans les universités, c'est à eux de voir. Maintenant, s'ils prennent toujours cette option, qu'ils essaient au moins de pouvoir honorer. Parce que vous voyez, quand vous orientez un certain nombre d'étudiants et vous dites que le budget pour orienter ces étudiants est de 5 milliards, l'année qui suit, vous orientez le même nombre d'étudiants, mais ce ne sera pas 5 milliards, mais ce sera au moins 9 milliards. Parce que ceux qui sont en première année, 90% seront en deuxième année. Plus maintenant ceux qui viendront en première année. Mais si vous votez le même budget chaque année, vous savez que vous allez avoir un déficit. Donc c'est de là que vient le problème. Oui, bien sûr, ça s'est accumulé. Par exemple, s'ils sont en train de payer, c'est les 5 milliards là, votés pour cette année pour les nouveaux bacheliers qui sont utilisés pour payer la dette, n'est-ce pas, des années passées. Cela veut dire que les nouveaux bacheliers qui viennent, rien n'est prévu pour eux, en fait, parce que ce qui avait été prévu est payé pour les bacheliers anciens. Donc c'est un problème un peu complexe. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à avoir ça de plus clair et puis de résoudre. Est-ce que ça avance depuis lors? Dans quel sens? Dans le sens qu'ils remboursent ou qu'ils revoient un peu. Bon, moi je ne peux pas dire, parce que il semblerait qu'ils sont en train de rembourser. Mais maintenant, comment ils remboursent? Moi, je pense que quand l'argent va au Trésor, le Trésor fait ses priorités. Premièrement, commencer à payer le salaire des fonctionnaires, ensuite payer la dette extérieure, ensuite voir un peu la dette intérieure. Et ça c'est une partie de la dette intérieure. Et en voulant payer donc cette dette intérieure, il regarde aussi le montant des factures. Quelqu'un peut-être qui a une facture supérieure à 30 millions va être payé en différé et quelqu'un qui a une facture de 4 millions ou 5 millions, on le libère. Cela conforte un peu quelqu'un comme Ousmane Sonko qui soutient que le Sénégal rencontre... mais c'est clair. Ça, Ousmane Sonko a parfaitement raison. Le Sénégal rencontre de difficultés. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que l'argent qui a été obtenu tout récemment d'un emprunt a servi à payer quand même, à payer les dettes. Je ne le souhaite pas, mais je pense que si la tendance continue, les gens auront des difficultés pour payer les salaires. L'endettement vous inquiète alors? Oui, bien sûr, ça nous inquiète. D'une part, d'autre part, le service de la dette aussi est extrêmement élevé. Parce que quand vous empruntez, souvent l'État vous dit, écoutez, nous avons emprunté tant. Mais quand vous avez emprunté tant, il y a quand même des intérêts. Souvent, ces intérêts peuvent même être supérieurs au montant que vous avez emprunté. Et ça, le peuple ne le sait pas. C'est pourquoi on doit faire attention à cet endettement, essayer quand même de mobiliser des ressources internes et essayer de les dépenser de façon optimale. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas le manque de ressources. Il y a quand même des ressources dans ce pays, mais c'est déjà le fait, n'est-ce pas, de les récupérer d'une part, mais d'autre part, de les dépenser de façon optimale. Donc les ressources sont mal récupérées et mal dépensées, ce qui fait qu'on est tout le temps endetté. Le ministre de l'économie, des finances et du plan s'est défendu à l'Assemblée nationale. Il ne vous avait pas rassuré? Ah non, il ne nous a jamais rassuré. Non, il nous a jamais rassuré. D'autant plus d'ailleurs qu'à un moment donné, il ne voulait pas que les gens parlent de la dette. Mais la dette, elle est là. Tout le monde sait qu'on est endetté, n'est-ce pas, et qu'il faut qu'on fasse attention.
D'accord. Le système éducatif, on en parle encore. Oui. On voit qu'il est perturbé de toutes parts. Les grèves, on n'a toujours pas trouvé, en tout cas, une solution définitive. Vous, Oui. en tant que quelqu'un du milieu, que proposez-vous? Idriss Seck, lui, pense qu'il peut régler le problème et qu'il peut justement être à la disposition du président Macky Sall. Que propose le PUR? Mais c'est bien. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne proposition. Nous, en tout cas, au niveau du PUR, nous pensons simplement qu'il faudrait que les gens se disent la vérité. Que l'État dise la vérité aux enseignants et que les enseignants aussi disent la vérité à l'État. Qu'est-ce que vous entendez par Ce que je dis, simplement dire la vérité, c'est que souvent, ils signent des accords, l'État et les enseignants signent des accords, et la plupart du temps, ces accords ne sont pas suivis d'exécution, parce que simplement enseignant les accords, ça c'est du côté de l'État, hein, parce que les accords c'est l'État en fait. C'est l'État qui promet de faire ceci ou de faire cela. Et l'État enseignant les accords est sûr que ces accords ne pourront pas être respectés. C'est pas bon. Bon, je pense que l'État doit pouvoir, avant de signer les accords, dire aux étudiants la vérité. Voilà ce que nous pouvons faire et voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Mais quand ils disent nous allons faire ceci, on va l'échelonner, on va faire ceci, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent même pas payer leur dette intérieure, mais là ça pose problème. Donc je pense qu'il faut que les gens se disent la vérité. Alors maintenant, moi je suis enseignant, mais à un moment donné, j'ai interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur pour lui dire écoutez, monsieur le ministre, c'est bon, les acquis on les maintient, mais il faudrait voir aussi la charge horaire, le quantum horaire qu'on donne aux enseignants. Moi, professeur titulaire, j'ai droit à 3 ou 4 heures de cours par semaine, pour un salaire peut-être relativement respectable. J'aurais bien aimé quand même que les enseignants fassent un peu d'effort pour augmenter le quantum horaire et que qu'on n'ait pas ces séries de grèves. Il y a aussi que dans la retraite, que dans 2 ou 3 ans, il y aura 500 enseignants de l'université qui vont aller à la retraite. Il faut bien qu'on puisse quand même recruter. Il y a beaucoup de doctorants, il y a beaucoup de jeunes docteurs qui sont en train de chômer dans ce pays. C'est pas normal. Ça, c'est une crainte du SAES. Non, ça c'est une crainte de tout le monde. C'est pas du SAES. Ça c'est une crainte. Mais le SAES avait soulevé. Oui, le SAES l'a soulevé. Et c'est une réalité. Je veux dire, si l'université se retrouve sans professeur, mais ça pose problème. Mais pourquoi cela? Parce que simplement on n'a pas recruté. Si on avait recruté, le problème ne se serait pas posé. On ne peut pas comprendre un pays comme le Sénégal où les médecins chôment, où les personnes titulaires de doctorat chôment. Ça, c'est inadmissible. Dans les pays les plus développés, mais quand vous avez votre bac plus 2 ou votre licence, mais vous avez un job. C'est ici au Sénégal qu'on voit des personnes titulaires de doctorat, mais qui cherchent du travail. Ou des personnes titulaires d'un master ou des médecins qui cherchent du travail. C'est un problème de recrutement. Mais c'est simplement un problème de recrutement. C'est ça. Parce que pourquoi attendre que 500 par... Non, quand même, quelqu'un qui a un doctorat, il a une formation. Quelqu'un qui a un master, il a une formation. Maintenant, si vous me parlez de l'emploi des jeunes, il est clair que les jeunes qui ont une formation peuvent avoir de l'emploi, mais des jeunes qui demandent de l'emploi sans formation, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut simplement les aider à avoir une formation. Ça leur permettra, par ricochet, d'avoir un emploi. Mais pour ceux qui ont déjà un certain niveau de diplôme, ils doivent être recrutés. D'accord. On parle aussi du niveau qui est très bas, au niveau, bien sûr, de toutes les établissements, que ce soit moyens, élémentaires, oui, mais voilà, vous savez là quand même. Aussi, ça, oui, mais le niveau, ce n'est pas le niveau des étudiants, c'est le niveau et des étudiants et des enseignants. Et des enseignants, bien parce sûr. qu'à un moment donné, je veux dire, l'école a été. On a fait les classes à haute double fil, par exemple. Vous vous rendez compte, un élève qui vient à l'école, mais qui n'apprend que pendant 2 ou 3 heures. Le soir, il va jouer au football, ceci pendant toute l'année scolaire. Ça pose problème. Et l'enseignement aussi a été politisé, parce que les partis politiques, surtout ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ont recruté des enseignants qui n'avaient aucun niveau. Et donc, ce manque de niveau de ces enseignants s'est répercuté sur le niveau des... Ça a commencé quand exactement? Mais depuis très longtemps. Ça a commencé depuis le Parti socialiste, d'ailleurs. Je pense que ça a commencé depuis une trentaine d'années, peut-être voire même une quarantaine d'années. On les appelait d'ailleurs ailes de dinde. Ils étaient recrutés sur la base politicienne. Ils n'avaient pas beaucoup de niveau. Les étudiants, les élèves qu'ils ont enseignés naturellement n'ont pas eu de niveau. Et ce sont ces élèves qui sont devenus maintenant les enseignants. Et là, ça pose problème. Et la gestion du secteur de la santé, là aussi... C'est la même chose, c'est le secteur de la santé. Quand on nous dit qu'il y a des médicaments qui manquent pour, n'est-ce pas, ceux qui sont frappés d'une certaine maladie, et qu'on dise que c'est un problème d'appel d'offres, ou en tout cas un problème de marché... Non, ça c'est inadmissible. Je veux dire, la santé, elle est sacrée. On doit faire tout pour que, s'il y a des médicaments qui doivent venir, que ces médicaments viennent à temps.
Hein, on ne doit pas avoir une procédure très longue pour voir s'il faut faire venir des médicaments ou pas. Ce qui fait que dans le secteur de la santé aussi, ça pose problème. Quelques mois de cela, vous voyez que nous avions des problèmes de radiothérapie, etc. Tout ça aussi, c'est des manquements. À l'échelle d'un pays, on ne peut pas, c'est pas concevable. Hein. Quand nos personnalités tombent malades dans ce pays, mais ils vont au Maroc, ils vont en France ou ailleurs. Mais ça n'a aucun sens. C'est quoi la médecine maintenant? C'est un plateau médical, c'est des appareils simplement, parce que les connaissances scientifiques et théoriques, mais nous les avons, nos médecins ont ces connaissances. Maintenant, il faut acheter simplement les équipements, et ces équipements, ça coûte de l'argent. À l'échelle d'un pays, prendre 50 milliards, 60 milliards, voire même 100 milliards pour équiper nos hôpitaux, mais c'est faisable. Voilà. Et c'est bien possible pour le Sénégal. Mais bien sûr, c'est possible pour le Sénégal. On célèbre la Journée mondiale de la santé et le ministre, dans un entretien aujourd'hui, estime qu'il n'y a pas péril, on la demande en tout cas. Bon, c'est ce qu'il dit, parce que peut-être que lui, il n'a pas des problèmes de santé. Mais je veux dire, ceux qui sont dans les hôpitaux et qui ont des problèmes de santé ne le disent pas. Ça, vous ne le saurez que quand vous avez des problèmes de santé, vous allez dans les hôpitaux, même si vous avez la possibilité de payer, mais vous n'allez pas avoir le service, parce qu'il n'y a rien dans les hôpitaux. Il n'y a absolument rien dans les hôpitaux. S'y ajoute la dette hospitalière. Mais bien sûr. Que d'ailleurs les responsables récusent pour dire que ce n'est pas parce que nous ne reconnaissons pas la dette, mais c'est simplement un problème de paiement. Non, ce n'est pas ça. D'accord. Nous reparlons politique. Que pensez-vous de la mise en place de la plateforme Pencum Askanui? Hier, ils ont lancé justement Ninki Nanka. On a vu beaucoup de partis, notamment le PDS et des organisations de la société civile. Oui. Pensez-vous adhérer à cette plateforme? Oui, mais c'est une excellente initiative. Nous avons été contactés d'ailleurs. Mais vous savez, actuellement, les partis ont beaucoup de préoccupations dans le cadre de la massification des invitations. Aujourd'hui, vous m'invitez. Hier, j'avais été invité aussi par une autre radio. Certainement, demain aussi, ce sera la même chose. Bon, ce qui fait qu'on ne peut pas être aussi au rendez-vous de chaque... voilà. Mais bon, nous trouvons que c'est une excellente initiative. Nous avons été contactés, mais au moment où nous devions partir, nous avions aussi d'autres préoccupations pour le parti. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas y aller, si nous sommes partants pour cette initiative. Finalement, qui est contre le parrainage, qui est contre ces dérives politiques, n'est-ce pas, qu'on veut nous imposer. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas... C'est le même combat. Oui, c'est le même combat. Le PDS a lancé dernièrement un appel à l'unification de toute l'opposition. Vous sentez-vous concerné? Oui, mais c'est une excellente chose. Hein. Je pense que nous avons tous les mêmes batailles. Nous devons nous unir pour vaincre ce combat. Mais je pense que, naturellement, ceux qui ont lancé cet appel ont été très clairs. Hein. Ils ont dit que ce n'est pas quelque chose, une unification électorale pour aller ensemble aux élections, c'est pour se mettre ensemble pour combattre l'injustice. Et vous vous êtes rendu compte que les députés de l'opposition ont fait une conférence de presse tout récemment, et il y avait quand même le PDS, représenté par Diké, et moi, donc, j'étais à côté de lui, représenté par le PUR. Donc, nous collaborons dans ce sens, il n'y a aucun problème. D'accord. Le grand oral tire à sa fin. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer ce qui se passe dernièrement, les enlèvements et meurtres des enfants. Pour cela, d'ailleurs, le président de la République, dans son discours à la nation, a annoncé des vidéosurveillances à Dakar et sa banlieue. Le phénomène, d'abord, vous en pensez quoi? C'est déplorable. Vous savez, on le lit souvent aux élections. Bon, personnellement, je pense que ce n'est pas des choses que les gens doivent... Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un tout simplement parce que vous voulez être président de la République ou bien vous voulez un poste, non. C'est un prétexte. Hein. Ça existe, hein, ces tueries, c'est déplorable, mais je ne pense pas qu'il faille le lier aux politiques. Maintenant, se pose le problème de sécurité, parce que si le pays était en sécurité, ces enlèvements n'auraient pas pu avoir lieu. Bon, maintenant, le fait de mettre en vidéosurveillance, si, moi je suis d'avis qu'il faut surveiller, donc les allées, les retours des gens pour pouvoir traquer les éventuels malfaiteurs. Je pense que quand on n'est pas dans le flou, on n'a pas peur d'être vidéosurveillé. Et ça se fait pas un peu dans pratique. De toute façon, ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. Moi, j'habite dans un quartier qui est vidéosurveillé pratiquement tous les jours. À chaque coin de rue, vous avez des militaires qui vous arrêtent pour voir si vous avez vos pièces au complet, si vous n'avez pas quelque chose de suspect avec vous. Vous vous êtes rendu compte que quand vous allez dans les hôtels, un peu partout, on fouille votre voiture. C'est des problèmes de sécurité et il faut renforcer cela. Je pense que c'est quelque chose de très salutaire. Merci, professeur. Nous arrivons au terme de ce rang oral. Honorable député, je vous laisse conclure. C'est vous remercier parce que vous m'avez quand même donné l'occasion de m'exprimer. Je vous remercie grandement. Je remercie aussi le peuple sénégalais qui nous a écoutés.
Et je dis simplement que nous avons été contre le parrainage, nous restons contre le parrainage et nous faisons tout pour que ce parrainage ne passe pas parce qu'il est anticonstitutionnel. Merci. C'est l'honorable député Elhadji Issa Sall, le secrétaire général du Parti de l'Unité et du Rassemblement Le Pur. Il était l'invité de ce grand oral du 7 avril 2018. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Merci aussi à Ibrahima Ndoiba pour la partie technique très bien assurée. Fatou Thiamgom était à la présentation et je vous retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral avec un autre invité. Mais déjà, vous pouvez réécouter cette émission lundi à 18h sur Réumi FM. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa parution de lundi et le site réumi.com. Merci encore à notre invité, l'honorable député Issa Sall. À samedi prochain, passez un excellent week-end. Tout de suite, les éditos de la semaine suivis de Réumi Midi. Cabinet Interface, agence spécialisée dans le marketing et la communication, vous a offert votre émission Grand Oral.